notre 16e session d'Africa Talk Sports. Et pour ceux qui viennent tout juste de joindre cette session ou bien les Africa Talks, moi, c'est Moustapha Sall, le fondateur de Sirem Sport, une société sénégalaise spécialisée dans le sport, les relations internationales et l'événementiel. Et je suis également l'initiateur d'Africa Talk Sports, qui est une série de webconférences en ligne dédiée au développement du sport en Afrique et qui vise à poursuivre le dialogue avec toutes les parties prenantes du sport en Afrique. Et aujourd'hui, nous discuterons de l'impact de ces Jeux africains sur le développement du mouvement sportif de l'Afrique, qui ont été créés pour l'unité et la solidarité entre les nations africaines à travers le sport. Et ces Jeux ont le potentiel de se développer comme une fenêtre sur l'éclat et la richesse de la culture africaine et de montrer son désir de divertissement et de saine compétition. Néanmoins, aujourd'hui, les grands événements sportifs sont désormais considérés comme de nombreuses villes, d'une part importante dans leur stratégie touristique. Cependant, l'organisation d'un grand événement sportif implique normalement une contribution de la ville au coût. La justification d'une telle contribution dépend souvent des bénéfices économiques générés dans leur économie locale. Et avec notre modérateur d'aujourd'hui, M. Fernand, et nos intervenants d'aujourd'hui, nous partagerons leurs expériences et leurs compétences dans cette session. Et nous souhaitons vous offrir un débat enrichissant. Et sur ce, je vais laisser la parole à M. Fernand pour commencer le panel. Donc, merci beaucoup et bon débat. Merci à tous. Je suis donc Fernand Dédé, journaliste de sport à Abidjan d'ailleurs. Une pluie ce matin sur la capitale économique de la Côte d'Ivoire, Abidjan qui vous transfère aussi sa chaleur humaine et sa joie de vivre. La pandémie de la Covid-19 n'aura pas entamé la passion du monde du sport. Je suis heureux de modérer ce panel d'hommes et de femmes mordus du sport, acteurs majeurs pour échanger sur le thème. Le présentateur tout à l'heure vous l'a indiqué, l'impact des Jeux africains sur le développement du mouvement sportif en Afrique. Eh bien, nous avons donc des invités de marque. Madame, on va commencer par la première dame, Madame Philomena Fortes, qui est la présidente des Jeux de plage d'Afrique. C'était en 2019. Monsieur Obad Abdelatif, il a été le directeur général des Jeux africains à Rabat 2019. Les Ivoiriens y ont participé, d'ailleurs avec Marie-Josée Talou. Et Joao Costa Alegre, qui est le premier vice-président de l'ACNOA, l'Association des comités olympiques d'Afrique. Et puis Lamine Fati, bonjour Monsieur Lamine, vous êtes le directeur général de la Confédération africaine d'athlétisme. Et notre dernière invitée, c'est une dame, Besma Gassem, elle nous rejoint pour parler surtout du dopage pendant les Jeux. Merci à tous et bienvenue sur ce forum pour partager notre passion commune. Je voudrais commencer justement par monsieur le premier vice-président de l'ACNOA, monsieur Joao Costa Alegre. Bonjour. Bonjour à tous. Heureux de vous retrouver. Alors la question, c'est aujourd'hui, quand on parle de l'ACNOA, quelle est l'actualité de votre association? Bon, je voulais tout d'abord, avant de répondre à votre question, de remercier à notre jeune ami, jeune homme, Moustapha, pour cette initiative, et d'agrouper tous les grands acteurs de sport africain. Je pense que la union fait la force. Et aujourd'hui, le sport africain a besoin de cette union. L'impact de Jeux africains sur le développement du mouvement sportif en Afrique, je pense qu'il est évident que le Jeux africain a un grand impact sur le développement du mouvement sportif africain.
C'est le plus grand événement sportif du continent et ça ressemble presque à tous les sports pratiqués à l'international. À ce sens, il est obligé que tous les dirigeants sportifs et le gouvernement africain doivent travailler main dans les mains pour préparer leurs athlètes pour participer à ce jeu. Jusqu'à la dernière édition, il n'avait pas plein joué son rôle parce que je pense que les Jeux africains, elle a été créée avec un objectif. Avant, elle était un objectif complètement politique. Mais aujourd'hui, avec le développement du sport au niveau mondial et avec les principes de mouvement sportif olympique, je crois qu'on doit changer la philosophie des Jeux africains. Parce que dans le passé, elle était effectivement quelque chose de très politique. Elle ne peut pas continuer avec ce rôle complètement politique parce qu'aujourd'hui... J'ai envie de vous demander, quand vous dites que c'est très politique dans le passé, ça signifie quoi exactement? Parce que les Jeux, avec des informations que moi j'ai, les Jeux étaient créés au moment de la guerre froide et aussi pour combattre un peu l'apartheid. Et aujourd'hui, ce n'est pas le même objectif. Aujourd'hui, c'est de mettre ce jeu à la disposition de la jeunesse africaine pour la pratique physique et la pratique du sport. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec la gestion et l'organisation accordée à la CNOA, après la signature d'un mémorandum et avec les brillants travail coordonné par mon ami Obad, avec l'engagement du gouvernement du Maroc, a aidé avec l'aide de la disponibilité de certaines confédérations et fédérations internationales, ces rêves d'amener ce jeu qualificatif, on a commencé ça au Maroc. Très bien. Donc, le véritable départ des Jeux au plan sportif, vous êtes en train de dire, c'est à partir du Maroc de 2019. Moi, je pense oui, parce que c'est à partir du Maroc qu'on a commencé avec le jeu qualificatif pour les Jeux olympiques. Parce qu'aujourd'hui, bon, nous tous, nous sommes dans le mouvement sportif international et continental. La grande montre du sport au niveau international, c'est les Jeux olympiques. On travaille pour les Jeux olympiques. On fait des championnats du monde, on fait les championnats des Jeux continentaux, on fait des championnats continentaux pour préparer pour être aux Jeux olympiques. Nous avons besoin de travailler ensemble pour amener les Jeux africains au même niveau de toutes les autres compétitions pour servir de préparation des athlètes africains pour participer à cette grande montre du sport mondial. D'accord. On reviendra à vous tout à l'heure pour parler justement de cet impact ou de cette rénovation, ce que cela apporte véritablement au sport en Afrique. On va avec M. Lamine Fati. M. Lamine Fati, bonjour. Est-ce qu'il est là, M. Lamine Fati? Bonjour, M. Fernand. Bonjour, vous êtes le directeur général Permettez-moi avant tout de remercier Moustapha pour avoir bien voulu me convier à cette réunion et ensuite vraiment présenter mes respects et mes sincères salutations à toutes ces éminentes personnalités qui sont ici sur cette plateforme et sur ce forum. Et pour vous dire aussi que nous sommes très heureux de nous joindre à vous et surtout à ce mouvement sportif africain auquel nous appartenons. Et raison pour laquelle, quand nous avons été informés de cette initiative, c'est bien volontiers et bien heureux que nous avons accepté d'y prendre part. Donc, voilà ce que je pouvais dire à l'ouverture. Et surtout me présenter, peut-être si vous le permettez. Je suis Lamine Fati, le directeur général de la Confédération africaine d'athlétisme, partie prenante des Jeux africains et surtout acteur aussi du mouvement sportif africain.
Quel a été rapidement, M. Fati, l'impact de la COVID-19 sur les activités de la Confédération africaine d'athlétisme? Alors, cette maladie a affecté tous les secteurs d'activité, y compris le sport. Et la Confédération n'a pas échappé à cette règle. Ben, malheureusement, nous avions des engagements tout au début de l'année. Par exemple, au mois de mars, nous avions les championnats d'Afrique de cross-country à Lomé, au Togo. Ça devait avoir lieu le 8 mars, suivi par les championnats d'Afrique senior qui étaient prévus en Algérie au mois de juin. Et malheureusement, nous avons été obligés, d'abord, le président de la Confédération, Ahmad Kalkaba, a fait comme un bon père de famille. Ce qu'il a fait d'abord, c'est prendre langue avec les différents acteurs de nos sports pour s'enquérir de la situation, leur témoigner sa solidarité morale, leur exprimer surtout son soutien moral. Et ensuite aussi réfléchir avec eux sur les stratégies à adopter devant cette situation. Ainsi aussi, nous avons pris langue avec les pays organisateurs de nos événements, avec qui nous avons convenu ensemble de reporter ces événements jusqu'à l'année prochaine. Pour le moment, c'est ce que nous avons fait, et tout en continuant aussi une série d'activités administratives au plan managérial et au plan de la communication. Très bien. Alors, le vice-président de l'ACNOA parlait tout à l'heure des Jeux africains politiques à l'origine. Ensuite, cela a évolué. Est-ce qu'au niveau de la Confédération africaine, vous avez véritablement senti aujourd'hui que les Jeux prennent véritablement en charge la vie des sportifs, la vie du sport véritablement maintenant? Mais c'est vrai, les Jeux, nous abordons le sujet sous une approche sportive. Qu'est-ce que ces Jeux représentent pour la Confédération? Je pense que c'est un espace, les Jeux, c'est un espace, une tribune d'excellence offerte à nos athlètes pour l'expression des talents. Je pense que c'est, en plus de ça, c'est aussi une compétition de plus sur notre agenda. Donc, je pense que c'est l'importance des Jeux ne se démontre plus au niveau de la Confédération. D'ailleurs, peut-être plus tard dans la discussion, nous reviendrons sur une petite évaluation de la dernière édition des Jeux africains de Rabat. Mais enfin, c'est juste pour dire que la Confédération est très satisfaite de l'organisation de ces Jeux auxquels nous participons depuis le début et nous y participons avec toute la détermination nécessaire. La preuve, si vous parcourez un peu l'histoire des Jeux, nos athlètes y ont quand même fait d'excellents résultats et je n'en veux pour preuve que la dernière édition, je pense que nos résultats ont été d'un standing international. Pour vous dire l'importance des Jeux aux yeux de la Confédération. Sur l'aspect sportif, bien sûr. Justement, la transition est toute trouvée pour parler avec M. Obad Abdelatif. Bonjour, M. Obad. Et bonjour. Bonjour tout le monde. Alors, vous avez été le pont entre les Jeux politiques et les Jeux sportifs à Rabat. On a eu le nouveau départ, la nouvelle configuration des Jeux. Comment vous vous y êtes pris? Comment vous avez vécu cela? Eh bien, vous savez très bien déjà que nous a été demandé par l'Union africaine d'organiser les Jeux, mais c'était une demande qui vient un peu tard parce qu'on avait devant nous juste 8 mois de préparation, donc préparatifs. Et donc, nous avons relevé ce défi et nous sommes engagés avec nos amis de l'ACNOA et de l'Union africaine pour faire aboutir ces Jeux dans les meilleures conditions. Bien sûr, tout à l'heure, Joao me faisait un petit coucou en se rappelant des moments difficiles et des moments aussi d'ambiance que nous avons menés ensemble pour faire de ces Jeux des Jeux, on dirait, un départ pour des Jeux africains qui auront un impact, je dirais, positif sur et la performance du mouvement sportif africain et aussi, mais également sur la capacité d'organisation des Jeux à l'échelle, je dirais, continentale et pourquoi pas mondiale. Justement, allez-y. Oui, vas-y. Oui, non, je suis en train de vous demander justement l'organisation des Jeux africains pour un pays. Je vous entends mal. Excusez, je vous entends mal. Je reprends l'organisation. Oui. Des Jeux africains pour un pays comme le Maroc implique quoi? Qu'est-ce qu'il faut pour organiser dans de très bonnes conditions des Jeux africains de la jeunesse africaine?
pour organiser des Jeux africains de taille, je dirais, d'un continent de 54 pays, il faut, je dirais, 3 éléments importants. Le premier élément, ils sont pêle-mêle, c'est pas, on classe pas, c'est pas classifié, mais c'est-à-dire que 3 éléments sont indispensables pour organiser des Jeux. Les équipements sportifs, hein, donc le patrimoine de l'État en matière d'équipements sportifs et infrastructures sportives doit être adapté aux normes dictées par les fédérations internationales et les confédérations africaines. Deuxième élément, c'est l'élément humain, c'est-à-dire l'expertise organisationnelle des équipes qui vont veiller à l'organisation de ces Jeux. Et troisièmement, il faut, on va dire, une capacité d'accueil en termes d'hébergement et en termes logistiques qui est assez importante pour faire face au flux et à la demande des participants pour qu'ils puissent participer dans des conditions, je dirais, conviviales et sportives. Et le Maroc a relevé le défi. Pardon? Le Maroc a bien relevé le défi. On a relevé le défi, bien que c'était dans je dirais, une période qui est vraiment 8 mois, c'était pas évident. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire avec le concours de la CNOA en termes d'expertise, du soutien du gouvernement, bien sûr, du Royaume, nous avons pu, bien sûr, relever le défi et nous avons mobilisé tous nos capacités et nos moyens pour faire de ces Jeux un élan pour que l'Afrique demain et pour les prochains Jeux soient des Jeux à l'image de ce qu'on voit en Asie, par exemple, bien en Amérique latine, etc. En tout cas, félicitations. Après avoir entendu M. Da Costa et Lamine Fati, bien, vous avez bien assuré au Maroc à Rabat en 2019. Alors, avec Mme Philomena Fortes, vous étiez au premier jeu des plages, Jeux d'Afrique des plages. C'est quoi l'objectif des Jeux des plages? Je sais pas. Bon, écoutez, bonjour à tous. Merci Mustapha pour cette invitation et merci à tout le monde qui était dans cette panel. Bon, le jeu de plage, bon, l'objectif du jeu de plage, qui a créé, c'est l'ACNOA. Je crois que Joan aussi peut m'aider ça, mais je crois qu'ils ont fait ça parce que dans notre dernière réunion de la ACNO, ils ont créé les Jeux mondiaux des plages. Et c'est bien que l'ACNOA a fait cette décision de créer les Jeux mondiaux des plages. Ils ont travaillé en ce projet pour donner la possibilité de tous les Africains d'être présents dans le Jeu mondial des plages qui s'est réalisé à Qatar et que tous les Africains qui ont été ici au Cap-Vert, le Jeu de plage, pouvaient être présents. Je crois que c'est une possibilité plus que tous les, comme je peux dire, tous les sportifs africains pourraient être à notre opportunité d'être présents dans une compétition, non seulement sur les Jeux africains, en notre jeu. Ça, c'est que je pense que c'est l'objectif qu'ils ont créé. Bon, je regardais les belles photos de salles dans le jeu de plage et je crois que c'est même pour avoir à notre qualité de compétition et pour avoir à notre possibilité de compétition. Ça, je crois que c'est l'objectif du jeu de plage et avoir aussi, donner aussi la possibilité de pays pauvres comme le Cap-Vert de pouvoir recevoir et organiser en compétition parce que vous savez, les jeux de plage, comme ils ne sont pas d'infrastructure fixe, ils nous ont donné la possibilité de faire le jeu de plage en tant la possibilité de chaque pays. Et je crois que ça sert notre opportunité de pays qui sont pauvres, comme le Cap-Vert,
d'organiser en compétition africaine et donner la possibilité de connaître pour tout le monde. Écoutez, votre tâche est en apparence très aisée. Hein? On a plusieurs côtes pour les pays africains, des plages pas toujours bien entretenues. L'objectif de ces Jeux, cela permet d'associer certainement loisirs et sport de compétition. Oui, je pense que, vous savez, le jeu de plage, c'est quelque chose pour la jeunesse, que il n'y a pas plus de formalités. Quand je dis pas plus de formalités, je ne dis pas à cause des compétitions, la règle de compétition, mais pour tous les qui sont présents dans un jeu de plage, c'est plus, les gens peuvent faire le tourisme. Et le Cap-Vert qu'on a accepté ce projet, je dis qu'il a commencé à Saint-Thomé, dans la réunion de SecGen, qui nous a donné la possibilité d'organiser ça. Et si on veut être connu pour le monde, c'est bien qu'on prépare quelque chose et on peut démontrer. Ça, c'est pour moi le grand défi que je mets, même pour moi, c'est montrer que tous les pays, on peut organiser une bonne compétition et que l'Afrique, elle est prête pour organiser de bonnes compétitions. Ça, c'est quelque chose que j'ai parlé avec tout le monde, même Mustapha qui est de mon équipe, Yann qui est le leader de ce projet, et qu'on va montrer à tout le monde que l'Afrique est capable d'organiser bien des compétitions. Parce que quand on parle d'Afrique, on parle de mauvaises choses. Non, on a la capacité de faire de bonnes choses et je pense et au Cap-Vert, dans le premier jeu de plage, parce que ce n'était pas facile pour nous. Hein. Vous devez penser que c'est le Cap-Vert qui a créé le concept de jeu de plage. Parce que nous n'avions pas rien pour organiser ce jeu. Hein. C'est le Cap-Vert, c'est toute l'équipe qui a travaillé sur ce projet qui a créé le concept de jeu de plage en Afrique. Et ça, bien, pour tout l'autre qui vient organiser le deuxième jeu de plage, c'est facile. Mais j'ai regardé qu'il y a dans ce panneau, il peut dire que le défi que nous avons, beaucoup de défis, le Cap-Vert qu'on a accepté ce projet, et maintenant quand j'écoute le président des Jeux africains de Maroc, qui a dit que le troisième le plus important, c'est l'équipement sportif. Nous n'avons pas de cet équipement sportif. Les ressources humaines, l'expertise. Le Cap-Vert, il n'y a pas de ressources humaines d'expertise pour organiser cette chose. Qu'est-ce que nous avons avec? Nous avons la capacité d'accueil qu'on appelle Morabez au Cap-Vert, l'hébergement et toute la logistique. Mais quand je regarde, elle a dit, bon, c'est les trois choses principales. Et je dis, bon, quand on a commencé, moi, j'ai seulement un. C'est le bien accueilli et la condition d'hébergement. Parce que nous n'avons pas de ressources humaines, capacité avec l'expertise, ça. Et ça, pour nous, c'était le grand défi, mais avec Yann, vraiment, avec la liderance de ce projet, et avec une bonne équipe jeune, parce qu'il y a volonté de faire le mieux jeu de plage. Pour moi, ça, c'est que je peux dire. Question rapide, les prochains Jeux, c'est où? Bon, ça, c'est le président, le premier vice-président qui peut le dire, parce que le dernier jour au Cap-Vert, il n'y a pas de pays qui a fait la sollicitude de ça, mais le monsieur président de jeu, l'organisation du jeu et vice-président de l'ACNO, il peut nous dire c'est où le prochain, parce que dans le dernier jour, au Cap-Vert, aucun pays a fait la proposition de l'organiser. D'accord. On va revenir à vous tout à l'heure pour continuer de parler des jeux de plage parce que c'est innovant et l'Afrique a tellement de possibilités d'organiser ce genre de compétition. Avec Madame Besma Gassem, vous avez un regard sur justement la santé des athlètes, compétition, performance, mais aussi malheureusement par moment dopage qui pose énormément de problèmes aux athlètes, pas que en Afrique. Comment on s'y prend, comment on s'organise pour encadrer tous ces athlètes qui viennent stressés, qui viennent en compétition? Oui, bonjour à toutes et à tous.
Comme vous voulez dire, le dopage, c'est la santé, donc c'est la chose qui peut toucher le plus le sportif, c'est sa santé. Donc, on fait le sport pour être en bonne santé. On ne va pas faire le contraire avec le dopage. Ce qui fait que l'Agence nationale antidopage, dans son volet de prévention, de sensibilisation, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de travailler, de sensibiliser aussi bien avec les sportifs qui vont participer à ces jeux que leurs encadreurs, les entraîneurs, les médecins. Ces actions peuvent être différentes. Donc, c'est des rencontres avec les athlètes dans les aires, des sites d'entraînement, ou bien les sites de compétition, ou bien les sites d'hébergement. C'est un stand de sensibilisation. Là, on est en contact avec l'athlète via le quiz du WADA, de l'AMA. On utilise comme un moyen de communication avec les sportifs une entrée pour leur expliquer, les informer sur le dopage, sur les effets, sur la santé, les différents axes, les points, les VRAD, etc. Leur donner un aperçu sur la lutte contre le dopage, ou bien des cours certifiés aussi de l'Agence mondiale antidopage. Et on a avec cette plateforme ADEL qu'on utilise notamment pour les entraîneurs avec le certificat Coach True, ou bien Alpha pour les athlètes. Donc, voilà ce qu'on peut faire. On insiste, on met l'accent sur les effets et la santé de l'athlète en cas de prise de substances interdites, et bien sûr de sanctions pour les VRAD et différentes VRAD. Donc, moi, lors de nos différentes actions, lors des Jeux réalisés en Tunisie, ce que j'ai remarqué, c'est que les athlètes, ils ont une connaissance assez basique ou bien des fois absente, essentiellement sur les VRAD. Ils n'en connaissent pas. Par exemple, que la possession d'une substance ou bien le refus d'un contrôle, il y a un risque de sanction. Pour eux, seulement la présence d'une substance ou bien la prise d'une substance qui sera sanctionnée. Donc, c'est sur ces points-là qu'on met le point et qu'on discute avec les athlètes et avec les encadreurs qui sont présents avec nous. Alors, est-ce que vous assurez la communauté sportive africaine que les acteurs ont aujourd'hui les moyens de contrôler, d'assurer le contrôle dopage en Afrique sur tous les jeux? L'Afrique a aujourd'hui les moyens de ses ambitions? L'Agence mondiale, avec sa nouvelle stratégie, c'est un contrôle intelligent. Quoi, c'est un contrôle intelligent? Tous les sportifs qui vont participer à des compétitions, aussi bien à l'échelle nationale ou à l'international, ils ont dans la tête qu'il y aurait un contrôle. Donc, plus ou moins, ils s'attendent à être contrôlés. Donc, le risque, il est moins que si on fait des contrôles hors compétition. De ce fait, le nombre de contrôles, on ne va pas contrôler tous les sportifs qui vont participer à des jeux. Ça ne va pas être possible et c'est un coût énorme, aussi bien pour les organisateurs que c'est, par exemple, s'il y a une ONAT qui va prendre en charge ça. Donc, il y a une convention, il y a un document, il y a un quota que l'organisateur ou bien que l'Agence mondiale ou bien les fédérations internationales décident de faire un tel nombre de contrôles. Et là, s'il y a une ONAD dans ce pays où il y a les Jeux, c'est elle qui va aider et prendre en charge une partie des frais. C'est suite à des conventions. Nous, en Tunisie, on fait des conventions avec la comité ou bien les organisateurs. Et on fait des contrôles selon le choix de l'organisateur. S'il veut faire une dizaine, ou bien les finales, ou bien c'est à lui de faire. Contrôler tous les sportifs, ça ne sera pas possible, mais on doit passer par une éducation, par la prévention avant de faire le contrôle, parce que comme vous savez tous qu'un contrôle, il coûte assez, entre 500 à 1000 $. Qu'une action de prévention, ça peut coûter peut-être $1. Donc,
on est plutôt vers la prévention que la sanction et le contrôle. Très bien. On va donc justement parler de l'organisation des Jeux, le coût des Jeux, avec M. Obad Abdelatif. Vous avez été donc l'organisateur des Jeux africains à Rabat. De tels Jeux peuvent coûter combien à l'État marocain, à l'ACNOA, aux organisateurs? Qui est le financier des Jeux africains? M. Obad. Il faut activer le micro de M. Obad. Il faut activer le micro de M. Obad. Voilà. Est-ce qu'il est avec nous, M. Obad, à Rabat? Il est là, mais son micro, il est désactivé. Alors, on va peut-être demander au premier vice-président de la Vous m'entendez? C'est bon, monsieur. Le micro est revenu, M. Fernand. Voilà. Le micro de M. Obad est Alors, revenu. Monsieur Obad, vous êtes avec nous? Oui. Alors, les derniers jeux, oui, moi je vous entends bien maintenant. Les Très derniers bien. jeux à Rabat, le coût de ces jeux, comment ça s'organise, ça se finance de pareils jeux? Alors, le financement, le commanditaire unique, on va dire, c'était l'État. Donc, l'État, il a financé la totalité, presque, on dirait, la totalité des Jeux. Ceci dit, je crois que ça dépend. Le coût des Jeux dépend, comme je disais tout à l'heure, des préparatifs de l'État organisateur. C'est-à-dire que si on a des équipements sportifs qui sont déjà existants et qui ne nécessitent pas tellement de réhabilitation ou bien de même la création, donc on est dans un budget qui va bien évidemment être beaucoup moins important qu'un budget avec lequel l'État va investir pour créer des installations et des équipements pour les Jeux, spécialement pour les Jeux. Pour les Jeux marocains, pour les Jeux de Rabat 2019, les Jeux africains Rabat 2019, l'État a déboursé à peu près 400 millions de dirhams. C'est l'équivalent de 40 millions d'euros. Donc, ceci pour, bien évidemment, faire face aux dépenses et aux demandes de faire des jeux d'une qualité appréciable. Je reviens à la question qui a été posée par Madame tout à l'heure. Ce n'est pas la question, mais la réflexion sur le dopage. Et aux Jeux africains de Rabat, nous avons mené 500 tests. On a prévu 500 tests pour l'ensemble des compétitions. Et bien sûr, avec le concours de l'expertise apportée de l'AMA Afrique, de l'ORAD et du pôle médical qui a été créé essentiellement pour cette mission des Jeux africains et qui se traduisait de la mission du contrôle et de la sensibilisation, comme bien expliqué Madame, notre chère dame de Tunis. Donc, les jeux, ça dépend. Lorsqu'on parle d'une bagatelle de 40 millions d'euros, ça dépend d'un pays à un autre. Ça pourrait être moins, ça peut être beaucoup plus cher si le pays n'est pas équipé d'installations. Je reviens aussi sur la question des équipements sportifs. Pourquoi les équipements sportifs devraient être appropriés? Parce que les Jeux africains de Rabat étaient des jeux, comme disait tout à l'heure M. Joao, c'était des jeux où on avait 17 disciplines qualificatives pour les Jeux olympiques. Et donc, toutes les normes de fonctionnalité et les normes techniques et fonctionnelles des équipements doivent répondre aux exigences des instances internationales, en l'occurrence des fédérations internationales. Et donc, on était dans l'obligation de présenter des équipements sportifs de haut niveau pour permettre aux athlètes de s'exprimer totalement et de faire valoir leur performance dans des conditions meilleures. Voilà en bref. Très bien. Merci, on vous a bien entendu. Je vous ai maintenant interpellé
M. Da Costa, le premier vice-président de l'ACNOA. Alors, 40 millions d'euros pour organiser les Jeux africains. En tout cas, ce sont les derniers Jeux qu'on a connus à Rabat. Il n'y en a pas beaucoup de pays africains qui ont des infrastructures déjà acquises et qui ont les moyens d'organiser de pareils Jeux. Comment vous faites? M. João da Costa? Il a activé son micro, M. João da Costa. Ouais. OK, merci. Moi, je pense que c'est pour ça que j'ai dit qu'il doit y avoir les liens entre tous les acteurs. Parce que je crois que les équipements sportifs sont chers. Les pays ne font pas d'investissements. Micro. Alors, le temps que nous réglons le micro de M. Da Costa, allez-y, oui, si vous êtes là. Si l'investissement au niveau d'infrastructure, c'est cher. Et je pense que recevoir chez un pays 54 pays africains, tous les autres acteurs de sport, ça coûte cher. Si on veut donner la qualité qu'on veut donner aux Jeux africains pour être notre porte-drapeau ou notre drapeau de représentation au niveau pour tous les continents, il est nécessaire de faire des investissements. Parce qu'on ne peut pas faire des choses comme on faisait avant. Parce que moi, je pense que le Maroc met les défis très hauts. Maintenant, les prochains pays qui vont organiser le jeu doivent essayer de suivre cette route que le Maroc a ouvert pour que les jeux, effectivement, pour que les autres continents, quand ils regardent l'Afrique, ils disent non, l'Afrique a la capacité. Et je pense que l'Afrique, nous avons la capacité d'expertise. On n'a pas besoin de recruter des gens qui viennent de l'extérieur pour nous expliquer comment on va organiser les Jeux. On a la capacité. Moi, j'ai vu ça au Cap-Vert, j'ai vu ça à Rabat. Il est nécessaire, effectivement, continuer à travailler pour que les Africains prennent des choses à main. On voit Moustapha. J'ai vu Moustapha. Praia à Salle. Je crois que Moustapha a commencé effectivement à Salle. Et là, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est expertise. Il commence à travailler dans ce domaine. Ça, c'est quelque chose de très important. Je pense que Obad a parlé de 3 éléments fondamentaux et importants pour l'organisation de jeux. Si toi, tu n'as pas ça, ça va être difficile d'organiser le jeu. Il faut avoir des équipements. Il ne faut pas construire les équipements parce que le Maroc, on a contacté le Maroc pour l'organisation de jeux. 8 mois seulement, 9 mois pour organiser le jeu. Le Maroc a eu la capacité d'organiser ce jeu avec un très grand défi parce que Maroc Maroc c'est un capital, c'est un pays sportif. Il avait déjà beaucoup d'installations de sportifs avec les standards internationaux. On ne peut pas parler des Jeux africains de la même façon qu'on parle des Jeux de plage. C'est 2 choses complètement différentes. Et la philosophie de la CNOA pour ces 2 Jeux, c'est complètement différent. Et l'expertise organisationnelle, j'ai vu que le Maroc avait cette expertise. Et le Maroc n'est pas, au moment du jeu, c'est les Marocains qui sont travaillés. Et la capacité d'hébergement. Le Maroc a donné l'hébergement à tout le monde, gratuitement. Là, il faut avoir la capacité financière pour le faire. Peut-être les prochains pays n'auront pas les mêmes conditions financières pour mettre tout cet argent à disposition de la jeunesse africaine. C'est pour cela qu'on a dit
On a travaillé pour cette première jeu organisée par l'ACNOA pour relever des défis, organiser des choses bien pour avoir des sponsors. Parce que nous, on ne peut pas penser organiser les bons jeux au niveau de notre continent en attendant seulement que les gouvernements vont financer. Non. Nous, aujourd'hui, on a mis la première paire. Maintenant, on doit continuer à travailler pour avoir des sponsors. Les sponsors doivent, effectivement, on doit travailler pour attirer l'attention des sponsors. Et je crois que si on organise des choses bien, les sponsors vont venir. Là, pour continuer à dire quoi? Je pense que la relation entre l'Union africaine, dont les pays, l'ACNOA, qui représente les mouvements olympiques, les confédérations et peut-être le secteur privé, il doit avoir une relation pour permettre que tous ces acteurs ensemble peuvent effectivement travailler pour une bonne organisation de jeux, de tous les jeux au niveau du continent africain. On ne peut pas penser que nous sommes, j'écoute beaucoup des Africains qui disent nous sommes en Afrique. Non, nous sommes en Afrique, mais nous avons la capacité d'organiser, et on a montré ça avec Sal et Rabat, qu'on a la capacité d'organiser des choses bien comme les autres continents. Et là, on doit continuer à travailler ensemble, parce que si on ne travaille pas ensemble, et si chacun ne joue pas son rôle, on va avoir des problèmes, parce qu'il a quelque chose qui reste à faire. Non, aujourd'hui, je pense que l'unité, on doit travailler dans une unité qui va permettre effectivement le financement des jeux, parce que tous les jeux sont chers. Tous les jeux sont chers. Je vois Cap-Vert. Cap-Vert a organisé les jeux avec toutes les succès, parce qu'ils avaient, Cap-Vert au niveau d'hébergement, Cap-Vert a mis tous les athlètes à l'hôtel. Dans quelle part du monde on met des athlètes à l'hôtel? Normalement, on va construire des villages. Non? Mais Cap-Vert a donné les athlètes la capacité de rester à l'hôtel. Ils ont fait des villages, des jeux dans un hôtel. Je crois qu'on doit continuer à travailler ensemble, c'est ça. D'accord, on vous a parfaitement compris. Les jeux coûtent énormément cher. Alors, Madame Philomena, on a dit le Cap-Vert a réussi parce que le pays avait les infrastructures hôtelières et ça vous a facilité la tâche. En attendant le prochain pays, vous projetez comment? Je ne compris pas votre question. Je n'ai pas écouté bien votre question. Alors, je disais que le vice-président de l'ACNOA, le premier vice-président de l'ACNOA, félicitait le Cap-Vert pour les premiers Jeux africains. Il disait que ça s'est très bien passé parce que le Cap-Vert avait des infrastructures pour les prochains Jeux. Comment vous vous projetez? Qu'est-ce que vous attendez? Bon, qu'est-ce qu'on attendait? En fait, c'est comme je dis, Joan, c'est bien qu'on travaille ensemble. Si on ne pas travailler ensemble avec tous les personnes qui travaillent, ce n'est pas possible. Parce que l'ACNOA seul ne peut pas, comme je dis, le comité organisateur ne peut pas. Bon, le Cap-Vert, il y a la possibilité d'avoir à salle d'hôtel 5 étoiles. C'est là qu'on a mettre tous les athlètes, mais c'est quelque chose qu'on a travaillé beaucoup avec cette compagnie d'hôtel pour mettre ça, tous les athlètes. Et je crois que, comme je dis, Joan, on a mis cette compétition au niveau. Je sais parce que quand on était au Cap-Vert, j'ai quelqu'un qui vient de la Namibie parler avec les autres pays pour dire non, Philomena. Vous, le Cap-Vert, vous en mettez à haut niveau cette jeu et ce sera difficile que le prochain pays africain pour organiser ça. Mais je dis ça, le Cap-Vert le fait ça parce qu'il y a la possibilité, non? Mais on doit voir le Cap-Vert, non, les athlètes, on a été dans l'hôtel 5 étoiles, ce sera qu'on fait la même chose. Non, si on regarde, même les Jeux olympiques, c'est comme un hôtel 3 étoiles, c'est pas 5 étoiles.
si les Jeux olympiques ils font ça, on peut le faire aussi en chaque pays avec tout le, comment je peux dire, avec la condition qu'il y a. Mais le plus important de ça, c'est qu'on doit travailler ensemble. La CNOA, et le plus important ça, qu'il y a pour nous, c'était un gros défi au Cap-Vert, c'est les sponsors. Parce que, vous savez, c'est les premiers jours, c'était les premiers jours, tu lui dis, ah bon, personne ne connaît, personne pour dire, bon, on ne sait pas, ce sont les premiers jours, on ne sait pas qu'est-ce qui va passer, mais c'est bien qu'on travaille la CNOA avec les pays pour travailler le sponsoring, pour dire non, c'est bien qu'on fait un grand travail. On a montré au Cap-Vert et je pense que, bon, moi-même et tous les Cap-Verdiens et tous les Cap-Verdiens ici, ils sont prêts pour aider les prochains pays qui vont organiser ça, pour dire qu'est-ce qu'on a souffert vraiment. Parce que quand tout le monde dit que ce n'est pas les 54 pays qui étaient là, mais on a beaucoup de pays qui ont dit oui, on sera là, mais et avec tous les problèmes de connexion, que c'est notre défi, le défi plus fort, c'était la connexion pour le Cap-Vert. Et on peut travailler ensemble. Vraiment, ce que je en dis, on était la capacité de faire les bonnes choses, on va le faire, africain. Non, je voulais, alors, monsieur, allez-y, président. Ajouter quelque chose sur les jeux de plage. Rapidement, oui. L'objectif de la création des jeux de plage, c'est qu'au niveau de l'Afrique, on a la mer. Il faut profiter de la mer et avec le tourisme qui existe aujourd'hui, le développement du tourisme. Nous avons créé ce jeu. Nous avons créé le jeu, je crois, peut-être même avant le jeu mondial de plage. Parce qu'au niveau de l'Asie et des autres continents, ces continents organisent des jeux de plage. Et c'était avec l'objectif de regrouper tous les jeunes. Il n'a pas beaucoup de ces jeunes n'ont pas la possibilité de participer aux championnats du monde, aux Jeux olympiques. Et donner ces jeunes qui n'ont pas cette opportunité de participer à ce jeu et travailler pour ce jeu, pour participer aux Jeux mondiaux de plage. Et aussi parce que notre objectif aussi était de chercher à sensibiliser les sponsors pour aider la pratique de sport au niveau de l'Afrique. Et nous pensons qu'au niveau des jeux de plage, c'est plus facile pour les sponsors d'effectivement aider. L'autre chose, c'est que organiser les jeux moins chers, parce qu'on a parlé des jeux de Rabat, qui a coûté des millions de dollars, et si on va parler de combien on a dépensé pour les jeux de plage, c'est effectivement moins. C'est comment organiser bien et moins cher les jeux pour regrouper des jeunes. C'est pour ça que je dis clairement, je pense que, je disais tout à l'heure, je suis vraiment très honoré d'avoir travaillé avec ces deux personnalités, Obad et Philomena. Parce qu'on a mis ensemble quelque chose pour montrer tous les continents, même aussi au niveau international, qu'en Afrique, nous avons des capacités. En Afrique, c'est possible. Mais il faut effectivement créer des conditions pour nous permettre de travailler et nous permettre de montrer que l'Afrique, on peut faire de belles choses. L'ACNO aujourd'hui, on organise, depuis mon arrivée à l'ACNO, on organise aujourd'hui 3 jeux. Jeux de plage, jeux de la jeunesse africaine et les Jeux africains. Tous ces jeux ont le grand objectif, préparer des athlètes africaines aux grandes fenêtres de sport international. Les Jeux olympiques de la jeunesse, les Jeux mondiaux des plages. Notre priorité, l'ACNOA, notre priorité sont des athlètes. Très bien. Alors, M. Lamine Fati, on parle des athlètes. Alors, moi, je suis
est-ce que véritablement ces Jeux ont un impact sur le développement de notre sport? Tout à fait. Moi, je voudrais juste rebondir sur la phrase de fin de Michel, le vice-président de l'ACNOA. Quand il dit que la priorité, ce sont les athlètes. Effectivement. Donc, vous me permettrez juste, avant de répondre à votre question, de faire un petit ramassé de différentes interventions au cours desquelles j'ai quand même retenu des éléments essentiels. D'abord, pour le vice-président de l'ACNOA, d'abord. Il a parlé des efforts financiers énormes fournis par les pays organisateurs pour faire face à ces Jeux. C'est important. Madame la présidente des Jeux du Cap-Vert, des plages, a aussi évoqué. Et tous les deux ont parlé de la nécessité de créer des joint ventures pour assurer le financement de l'organisation. C'est vrai. Peut-être aujourd'hui, le Maroc est capable de relever ce défi financier. Mais demain, on ne sait pas si un autre pays sera dans les mêmes conditions que le Maroc pour pouvoir assurer le financement de cette opération. Donc, pour la survie et la durabilité de nos Jeux, de nos compétitions, de nos événements, nous avons besoin de ce que M. le vice-président de l'ACNOA et Mme la vice-présidente a dit tantôt, à savoir créer des synergies créer une synergie avec tous les acteurs du mouvement sportif africain, ainsi que le secteur privé, pour assurer un financement durable à l'organisation de son événement. Parce qu'au bout, nos États finiront peut-être par s'essouffler financièrement et nous aurons des difficultés à trouver des pays hôtes pour l'organisation de son événement. Maintenant, pour l'impact, nous en parlerons effectivement parce que c'est important. Les Jeux africains, tantôt on a parlé des infrastructures. Le fait d'organiser les Jeux africains permet à un État, en tout cas, de faire un état des lieux. Cet état des lieux aboutit généralement à une mise en lumière des nécessités et des besoins en termes d'infrastructures sportives. Parce que sans les infrastructures sportives, nous ne pouvons pas assurer de compétitions de qualité. Or, pour être dans les standards internationaux, il faut mettre à norme nos infrastructures de compétition. D'ailleurs, même pour que nos performances soient validées, nous avons besoin que ces infrastructures soient aux normes internationales. Donc, la question des infrastructures est très, très, très importante. Maintenant, pour revenir à l'organisation, nous, par exemple, en tant que discipline, l'athlétisme, par exemple, pour Rabat, on a quand même eu une population participante de 972. Dans ces 972, nous avions eu 740 athlètes. Donc, vous voyez un peu. Tantôt, Michel le vice-président disait que peut-être, bon, aucune discipline n'amène pas ces athlètes. Ben, nous, lors de nos championnats d'Afrique, quelle qu'en soit la catégorie d'ailleurs, dans les cahiers des charges, nos athlètes sont hébergés dans des hôtels. Nous ouvrons tout de même la fenêtre aux pays organisateurs pour que s'ils ont la possibilité d'avoir des réceptacles, soit du genre village de jeunes, du genre camp ou bien du genre université, nous acceptons aussi. Mais pour les championnats d'Afrique senior, les standards d'hébergement, c'est au niveau des hôtels avec certaines catégories d'hôtels. Donc, je pense que de ce point de vue aussi, je pense que comme tous les sports, l'athlétisme aussi a fait certains efforts pour rehausser un peu le niveau technique quand même des Jeux africains. Comme je le disais tantôt avec le Maroc, cette année, nous avons frôlé des standards internationaux. Donc, pour vous dire l'importance de ces Jeux à nos yeux, et pour cela aussi, nous avons besoin de développer aussi nos partenariats avec les différents mouvements sportifs africains et nos sœurs confédérations également. En tout cas, vous êtes bénéficiaire des Jeux africains, vous le connaissez maintenant. Qu'est-ce que vous attendez un peu plus des autorités, par exemple de l'ACNOA ou même des autorités de vos pays respectifs? Alors, nous avons déjà fait un petit diagnostic il y a très longtemps pour savoir la quote-part dans les budgets des ministères affectés aux fédérations d'athlétisme. Malheureusement, nous sommes au regret de constater que le soutien n'est pas assez conséquent, en tout cas pour nos fédérations respectives. Nous avons un état des lieux et je peux vous dire que n'eût été peut-être la subvention accordée à l'international, certaines fédérations n'arriveraient pas à s'en sortir. Donc ça, c'est un point. Mais nous comprenons aussi la volonté des États parce qu'il faut faire une démocratisation du sport et peut-être faire un traitement aussi équitable à tous les sports. Même si par ailleurs, on sait que certains sports remportent le gros du lot. Mais nous ne citons personne, c'est normal. Mais je pense que ce que nous attendons plus de l'ACNOA, c'est une meilleure implication, en tout cas, des acteurs du sport
africains, notamment les confédérations sportives. Souvent, il y a des malentendus ou en tout cas des incompréhensions par rapport à certains points du règlement. Parce que tous les sports n'ont pas le même type de règlement technique. Par exemple, les règlements de technique au niveau de l'athlétisme diffèrent des règlements techniques au niveau du volley ou du handball, par exemple. Alors que si on arrive sur l'espace de compétition, souvent nous sommes heurtés à certains problèmes qui entravent l'expression même de nos sports. Par exemple, nous avons connu ces difficultés dans 2 ou 3 éditions passées. Mais c'est vrai que nous, en Afrique, tout se discute sous l'arbre à palabres et à chaque fois, nous arrivons et nous parvenons à nous entendre. Mais enfin, avec beaucoup de difficultés. Donc, comprendre davantage la spécificité technique des sports, pas uniquement de l'athlétisme. Parce que souvent, c'est le problème. Nous constatons qu'il n'y a pas une bonne compréhension des spécificités techniques des sports. À l'athlétisme, par exemple, quand on nous dit que vous êtes limité à 3 officiels, ce n'est pas possible. Une compétition d'athlétisme, par exemple, a besoin de beaucoup d'officiels. Par exemple, nous avons besoin de jury, nous avons besoin d'arbitres, nous avons besoin de tout un arsenal technique pour une compétition d'athlétisme. Or, souvent, à l'entrée des Jeux, nous faisons face à des difficultés d'incompréhension pour pouvoir mener le sport dans des standards internationaux. Bon, ça, c'est un problème que nous avons souvent peut-être souligné au niveau des instances faîtières de l'ACNOA et autres, des pays organisateurs. Mais je pense qu'avec la démarche initiée depuis le Maroc, depuis Rabat, je pense que nous pouvons corriger toutes ces insuffisances et quand même assurer à l'athlétisme africain, ou alors à tous les sports, pas uniquement à l'athlétisme, un meilleur devenir. D'autant que, comme le disait tantôt nos 2 éminentes personnalités, l'Afrique a de quoi rivaliser avec le monde. Les talents existent en Afrique. Les infrastructures, il y a une volonté politique très, très notée au niveau de certains gouvernements. Donc, il nous manque juste quelques problèmes organisationnels pour nous mettre quand même à niveau. Mais enfin, dans l'ensemble, je pense que nous n'avons pas à rougir. Donc, nos Jeux de Rabat, quand même, en témoignent. Vous avez l'impression que les Jeux... S'il vous plaît. Vous avez été interpellé. Vous allez réagir tout de suite, monsieur Dacosta. Vous avez été interpellé, allez-y. Non, je suis tout d'accord avec le messieurs. Parce que moi aussi, je suis président d'une fédération et président d'une confédération. Mais les problèmes, c'est que on doit laisser le jeu avec l'expertise technique. Parce qu'on a les grands problèmes avec les malentendus, des incompréhensions sur les règlements techniques, parce que l'Union africaine a sa propre règlement technique. L'ACNOA a un règlement technique qui respecte les engagements avec les fédérations internationales et des confédérations. Et aussi, on doit respecter les contrats signés entre l'ACNOA et les comités d'organisation, respecter les contrats politiques signés entre les comités locaux d'organisation et l'Union africaine. On a eu beaucoup de problèmes à Rabat à cause des protocoles. Parce que nous, au niveau du mouvement sportif, au niveau du mouvement olympique, nous avons les protocoles à suivre. Mais l'Union africaine aussi a son propre protocole. Il veut nous dire, OK, il faut respecter seulement les protocoles de l'Union africaine. Non, on ne peut pas. C'est pour ça que j'ai dit, on doit asseoir dans la même table, tout le monde, et dire quel jeu on veut pour l'Afrique. C'est un jeu qui continue politique pour montrer qu'effectivement nous avons des ministres qui vont s'asseoir pour voir, ou c'est un jeu qu'on veut qui doit servir de plateforme pour les autres compétitions. Là, je suis d'accord parce que moi aussi, j'ai eu beaucoup de problèmes au niveau de ma confédération sur les problèmes protocolaires, sur les problèmes comment, une seule chose, un petit truc, comment les athlètes doivent s'habiller pour aller au podium. Nous, les mouvements sportifs, on dit que là, c'est quelque chose de très important. Ça, c'est l'image de jeu. C'est l'image de l'Afrique. L'athlète doit partir là-bas bien habillé, mais l'Union africaine dit non, il veut aller seulement avec son tenue de compétition. Ça crée des contradictions, c'est des incompressions.
Je suis tout d'accord avec vous qu'on doit travailler ensemble pour changer. Je crois que Sal et Rabat nous a donné la possibilité de voir quels sont les problèmes. Maintenant, il faut avoir du courage de s'asseoir dans la même table et changer des choses pour les mettre dans la condition nécessaire de répondre aux besoins des sportifs africains. Merci. Voilà, merci. Je sens qu'il y a tant de choses à dire. Nous avons épuisé la première heure. Il nous en reste maintenant 20 minutes. On va faire rapidement le tour de table avec M. Obad. Alors, j'ai envie de demander quel est l'héritage des Jeux de Rabat. M. Obad Abdelatif, quel est l'héritage qu'on pourrait retenir pour, après l'organisation des Jeux de Rabat en 2019? Très bien. Avant de répondre à votre question, j'aimerais bien rebondir sur la dernière phrase qui a été dite par mon ami Joao sur, je dirais, le protocole ou bien les règlements qui ont été. Il y a des règlements qui émanaient de l'Union africaine, il y a des règlements qui émanaient bien évidemment de l'ACNOA et qui sont par extension, ce sont les règlements de l'olympisme, on va dire, qui viennent du CIO. Et donc, il y avait aussi un autre intervenant qui était aussi la Confédération des fédérations africaines. Et donc, ça aussi, c'est un problème. Et donc, devant cette configuration, il était difficile de s'accorder sur la même longueur d'onde sur certains points. Fort heureusement, nous avons pu finalement arriver à des consensus, mais moi, je pense que les prochains Jeux doivent être délégués de manière totale et absolue à l'ACNOA en tant que représentant du CIO, du mouvement olympique mondial. Et en conséquence, pour ça, pour finalement s'intéresser à l'athlète, s'intéresser aux valeurs du sport mondial, s'intéresser et abstraction faite sur tout ce qui est politique, tout ce qui est groupement qui ne sert à rien, je dirais, excusez-moi le terme, qui ne sert à rien, qui n'ajoute pas une valeur ajoutée à l'organisation des Jeux. Ça, c'est entre parenthèses, si vous permettez. Maintenant, pour l'héritage. Pour l'héritage, d'abord, le pays qui organise, il hérite un patrimoine d'infrastructures sportives qui sont aux normes et qui sont capables de fournir une prestation de services sportifs aux citoyens et aux sportifs, que ce soit à l'échelle de la nation ou bien à l'échelle internationale. Ça, c'est déjà un point important pour l'optimisation de la performance chez les athlètes, c'est-à-dire de s'entraîner et de d'évoluer dans des structures appropriées avec des normes respectant et la sécurité et les conditions pour aboutir à des performances importantes. Deuxièmement, c'est que les jeunes ont suivi avec beaucoup de patience, avec beaucoup d'avidité, on va dire, les Jeux, et c'était un signal très fort à ces jeunes de découvrir des sports, parce que vous savez très bien, nous avons mis en place une fan zone à Rabat et qui a été une réussite totale, où les jeunes venaient découvrir tous les sports qui ont fait l'objet des Jeux africains de Rabat. Et donc, ça, on va dire, c'est l'aspect formatif, éducatif et sportif que ces Jeux peuvent présenter, offrir à nos citoyens et concitoyens, et dans un espace de temps qui est assez important dans le futur. Aussi, on a parlé de l'expertise organisationnelle. Nous aussi, nous avons appris beaucoup de choses. C'est-à-dire, il y a des équipes qui ont été formées sur le tas, il y a des équipes qui avaient un minimum requis pour organiser, mais ils ont également pu développer leurs prérequis en matière d'organisation des grands événements sportifs. Et nous sommes
moi, personnellement, je suis à votre disposition pour le conseil, pour accompagner. Si jamais demain, un pays veut organiser, ça sera le bienvenu, ça sera avec un grand plaisir. Troisièmement, il y a un élément qui est aussi important et qui, comme héritage, c'est que les politiques, quand ils voient dans leur pays un événement de cette taille, ils commencent à croire en sport et dans le sport comme étant un élément essentiel pour le développement économique et social du pays. Et donc, ils les mettent dans leur agenda politique quand il s'agit de programmation budgétaire et donc quand il s'agit de programmation au niveau des gouvernements ou bien des parlements. Et donc, c'était aussi un héritage pour nous pour corriger, on va dire, une perception, s'il y a perception négative sur l'importance des équipes, sur l'importance de l'organisation des Jeux par quelques politiciens qui n'arrivent pas à défendre la cause sportive dans leur pays. Donc, voilà en gros l'héritage que nous avons pu avoir. Bien évidemment, il y a d'autres éléments qui sont importants aussi. Et quand on a, par exemple, mis en place la fan zone, nous avons mis en place des concours pour les jeunes sur pour les speakers, on va dire, pour les animateurs sportifs, les jeunes, des concours comme ça. On a mis en place des compétitions sur les valeurs du sport. Nous avons sur des thématiques sur le sport et l'importance du sport dans la société, etc. Et donc, les gens commençaient il y a une sensibilisation générale sur les bienfaits et sur la performance sportive. Donc, c'est aussi... Oui. J'ai envie de poser la même question sur l'héritage à Mme Philomena Fortes. On est maintenant tenu par le temps, on va aller très rapidement. Rapidement, Mme Fortes, quel est l'héritage que vous retenez des Jeux de plage que vous avez présidé, coordonné? Bien, merci. D'abord, pour dire merci à Obad. Je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit. Pour l'héritage au Cap-Vert, le plus important qu'il a laissé, c'est l'expertise locale d'organisation de haut événements. Parce que, bon, nous n'avons pas des infrastructures, parce que toutes les infrastructures qu'on a mises en place, c'était amovibles, sont déjà retirées. Mais le plus important, c'est que maintenant, le Cap-Vert est capable, avec l'expertise locale, d'organiser haute compétition. Et aussi de montrer les politiques qu'on est capable d'organiser. Les politiques ne se pensent pas si c'est possible, non, les sports. Mais après ça, je crois qu'ils sont maintenant positifs dans pour notre projet. Mais ça, vraiment, l'héritage, c'est ma préoccupation pour le jeu. Parce que, bon, à Rabat, j'ai vu qu'ils ont continué de faire comme je dis, autre chose avec toutes les infrastructures et même que ça. Mais je crois qu'il devrait être dans un protocole, avant qu'on a commencé d'organiser un jeu, l'ACNOA, le gouvernement, même la commission organisation des jeux, qui est responsable pour l'héritage. Je dis ça parce qu'au Cap-Vert, bon, les jeux sont finis. La commission elle est destituée et maintenant, on peut dire qui est le responsable pour maintenir cet héritage. C'est la mairie? Je ne sais pas. C'est la commission des jeux, non, parce qu'ils ont fini. C'est le gouvernement. Mais je crois qu'il devrait être dans le protocole, après qu'il finit le jeu, qui est le responsable pour continuer ça? Ça, c'est ma préoccupation. L'héritage, c'est plus important. Bon, le jeu de plage, c'est pas... la question d'infrastructure, c'est pas comme ça, mais à Rabat, je vois qu'ils ont continué les travaux avec toutes les choses qu'ils ont mis en place, Je dis ça parce que si on peut voir ce qui s'est passé à Rio avec la construction de tout le village olympique,
Ça pour ça, c'est ma préoccupation, mais je dis que le Cap-Vert de maintenant, il est capable d'organiser avec l'expertise locale plus de compétition à ce niveau. Merci. D'accord. Alors, Madame Besma Gaston, vous n'avez pas beaucoup parlé parce que vous êtes sur un segment très, très important, très technique. Hein, on parle de dopage. Aujourd'hui, est-ce que l'Afrique a les moyens d'organiser justement le contrôle dopage des Jeux que nous organisons? Oui, je pense qu'il n'y a pas de contrainte ou bien d'obstacle qui va faire que l'Afrique ne peut pas organiser des Jeux comme les Jeux africains ou autres. C'est vrai que qui dit dopage aussi dit contrôle, dit le laboratoire. C'est vrai qu'en Afrique, hein, on n'en a qu'un seul qui se trouve en Afrique du Sud. Alors, heureusement, on avait un en Tunisie, mais il n'est plus accrédité. Du coup, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec des laboratoires étrangers qui sont accrédités par l'Agence mondiale. Et comme vous savez, il n'y a pas le nombre, il existe 33 laboratoires seulement. Donc, ce qui fait que pour le contrôle, il faut contrôler, c'est pour garantir que les résultats obtenus et les performances réalisées, que ça soit de vraies performances, des vrais résultats. C'est pour garantir aussi l'éthique et l'égalité à tous les participants. Donc, c'est à travers les contrôles. C'est vrai que ça coûte un contrôle, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça coûte énormément. Mais il faut que les organisateurs qui vont organiser ces jeux-là, ils prennent en considération le coût du contrôle. C'est vrai que les ONAD, le comité olympique national ou bien d'autres, les fédérations peuvent prendre en charge une partie les frais des contrôles. En ce qui nous concerne en Tunisie, on prend en charge une partie, c'est les équipements, c'est tout ce qui est logistique peut-être. Ça dépend avec la convention qu'on a fait, en quoi ça consiste. Mais il faut que le contrôle, il y ait un contrôle pour les athlètes, pas pour tous, mais il faut contrôler un minimum les records, les bonnes performances, etc. Et donc, moi, je suis aussi avec l'idée des sponsors, parce que le sponsor, ça va diminuer énormément le coût de ces jeux-là, parce que ça coûte. Si l'État n'est pas impliqué avec l'organisateur, donc ça va coûter énormément. Donc, les sponsors, et je rajouterai, même si ce n'est pas du dopage, aussi les volontaires. On a une jeunesse, on a des jeunes, ils sont très motivés, très actifs. Donc, il faut les solliciter, il faut les faire appartenir, enfin, intégrer dans ces jeux-là, dans cette activité sportive. Et comme ça va diminuer encore le coût. Moi, pour le contrôle, mais je suis plutôt pour la prévention, puisque je suis responsable du service de prévention. Ça va nous coûter moins que les contrôles. Donc, voilà. Voilà, puisque vous avez le micro, je vais vous permettre de dire votre dernier mot. On a bientôt fini ce temps d'antenne. C'est passionnant hein, d'écouter comme ça le monde, les acteurs principaux du sport en Afrique. Mais il faut bien que la nuit arrive quand il y a eu le jour. Quel est votre dernier mot, le message que vous souhaitez passer pour les prochains pays qui vont organiser les Jeux africains, par exemple? Comment faire pour qu'on ait des athlètes vraiment sains dans des corps sains? Oui, c'est vrai que bonne chance pour le pays qui va organiser les prochains Jeux, que ce soit Afrique ou bien de plage ou autre. Il faut motiver, il faut aller vers l'athlète. C'est vrai qu'on ne va pas attendre l'athlète qui va venir, il va vous dire c'est quoi le dopage, c'est quoi une VRAD, pourquoi, qu'est-ce que ça va être, c'est quoi la sanction et tout ça. Il faut aller vers l'athlète. Tous les moyens sont permis, donc à commencer par des affiches, des petits messages qu'il va trouver sur le site d'hébergement, bien sur le site d'entraînement, etc.
des séances, des contacts, des rencontres individuelles en groupe. On a des ressources de la main, il y a beaucoup de ressources qu'on peut utiliser, aussi bien électroniques que autres. Donc, la matière, elle est déjà, elle est là. Il faut juste les motiver. Nous, ce qu'on fait, par exemple, et c'est l'AMA aussi et d'autres organisateurs, c'est qu'à chaque rencontre, on offre un petit un gadget, un support pour l'athlète qui a participé à notre action, qui contient un message, playthrough, bien pour un sport propre, bien, je ne sais pas. Donc, comme ça, à chaque fois qu'il va utiliser cet objet-là, que ce soit un stylo, une casquette, un sac à dos ou autre, il va se rappeler du message et de la charte et du sport. Pourquoi il fait du sport réellement? C'est pour garder sa bonne santé. Je ne m'arrête pas seulement pour les athlètes, il faut sensibiliser aussi bien les encadreurs, les entraîneurs, les dirigeants, toute personne qui est en contact avec l'athlète. Tous les moyens sont bons et je dirais que la lutte contre le dopage, c'est l'affaire de tous. Il n'y a pas un sport qui est plus à risque que l'autre, il n'y a pas une personne, on est tous responsables. On doit s'unir tous et faire de notre mieux pour lutter contre ce phénomène, ce fléau, et pour garantir un sport propre et égal pour tous. Merci, Madame Gassen. Nous avons été heureux de partager cette antenne avec vous. Nous allons faire rapidement le tour de table maintenant pour boucler ce temps d'antenne. On va commencer par Monsieur Fati. Vous êtes directeur général de la Confédération africaine de l'athlétisme. Qu'est-ce que vous devriez faire? Qu'est-ce que vous attendez de ces Jeux pour permettre à l'Afrique, certainement, d'engranger des médailles aux Jeux olympiques? Alors, merci beaucoup. Donc, je voulais déjà exprimer ma solidarité à toutes les bonnes propositions qui ont été soulevées sur ce forum, notamment celle qui vient de nous être livrée par Mme Bissa. Bon, nous, à l'athlétisme, on comprend l'importance. Comme elle le dit, aucun sport n'est à l'abri et le dopage concerne tout le monde. Je pense que c'est une question essentielle pour l'athlétisme, puisque c'est un des facteurs de reconnaissance d'une performance et le dopage. Donc, pour vous dire cette importance, et de plus, elle agit, le dopage, ce phénomène agit sur la santé de nos athlètes, quelle qu'en soit la discipline par ailleurs. Donc, je voudrais vraiment pointer du doigt l'importance de cette question du dopage actuellement, au-delà même de toutes les considérations éthiques, morales et autres. Mais c'est d'abord une affaire de santé. Et je suis bien d'accord avec elle quand elle parle de sensibilisation et d'éducation. C'est important. L'éducation et la sensibilisation, je pense que peuvent nous mener à circonscrire ce fléau. Puisque beaucoup de nos athlètes ne comprennent pas. Ils sont pris à défaut simplement par ignorance. Donc, je pense que de ce point de vue, accentuer l'information et la sensibilisation est important. Maintenant, pour revenir à votre question, je pense que pour asseoir déjà, qu'est-ce que ce dont nous avons besoin? Nous avons besoin d'événements. Et dans ces événements, il y a les compétitions. Les compétitions, c'est l'essence même, le cœur de métier de notre activité. Donc, je pense qu'essayer de doter de bonnes compétitions à nos athlètes, de leur offrir des espaces d'expression de leur talent pour qu'ils puissent davantage s'affirmer sur la scène internationale. Et qui parle de compétition parle d'infrastructures également. C'est sensibiliser nos États pour la mise en place d'infrastructures sportives. Et là, je pense que c'est bien heureux d'avoir des Jeux, parce que les Jeux aussi conditionnent la mise à disposition des infrastructures sportives. Je pense que cette importance ne se démontre plus, puisque, comme je l'ai dit tantôt, si vous organisez des Jeux, ça vous permet, avant l'arrivée des Jeux, de faire un état des lieux. Et cet état des lieux vous amène à constater tous les manques, toutes les insuffisances, ou en tout cas toutes les faiblesses de vos infrastructures. D'ailleurs, je rebondis sur la question de l'héritage pour vous dire qu'à la suite de l'organisation des Jeux, on peut considérer l'acquisition de ces nouvelles infrastructures comme un héritage. Et je voudrais aussi parler d'autre chose qui est très important, parce qu'au-delà de l'aspect sportif, qui est l'essence même des Jeux africains, je pense qu'il faut considérer que les Jeux africains sont un espace favorable aussi à la cohésion sociale et surtout participent à la construction d'une citoyenneté africaine. Déjà, ça, je pense qu'on peut le considérer comme un patrimoine immatériel, parce que tous les souvenirs que les gens vont ramener chez eux, tous les souvenirs que les gens vont avoir et garder en eux,
je pense que c'est un patrimoine assez important parce que rien qu'à voir l'ambiance dans les différents sites d'hébergement et voir la fraternité qui caractérise toutes les relations pendant cette compétition, je pense que cela aussi mérite d'être souligné et aussi important peut-être que tous les héritages sportifs et autres. Merci beaucoup à vous aussi, hein, à Dakar. Je ne sais pas comment dire, c'est Nagadef. Nagadef. Merci, Nagadef. Monsieur Fernand. Merci beaucoup. Monsieur Fernand, vous m'entendez? Oui. J'ai une question pour Monsieur Fati et aussi pour Monsieur Joao. Allez-y. Ouais. D'après leurs interventions, moi, j'aimerais juste savoir leur point de vue. En commençant par M. Fati. Quel est votre point de vue sur les athlètes qui changent de nationalité? Parce que le constat fait, c'est que pour un Français de devenir Sénégalais, c'est tout un tas de problèmes pour un athlète. Parce que je pense qu'il y a une judocate qui voulait devenir Sénégalais. Mais pour un Africain de devenir Européen ou Américain, c'est comme ça. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que votre centre ou bien l'ACNOA même doit avoir faire une collaboration avec l'État et pour garder les athlètes africains? Parce que depuis que le mouvement sportif africain est né, on n'a jamais vu un autre athlète venir d'autre part. Mais c'est les Africains qui partent et c'est les meilleurs. Donc, comment aujourd'hui vous pensez qu'on peut faire pour retenir ces athlètes? Et l'autre question pour M. Joao, on en parlait même sur la version anglaise. Comment on peut faire aujourd'hui pour le co-hosting? Parce que M. Abad a dit, un peu insisté sur le financement des Jeux, qui est un peu colossal. Donc, est-ce que l'ACNOA a une fois réfléchi au co-hosting? De mettre 2 pays et de faire les Jeux. Comme aujourd'hui, c'est un peu, comment dirais-je, une façon de faire même et en Europe, ou bien en Asie, ou même en Amérique. Donc, est-ce que l'ACNOA a une fois, ou bien vous avez des plannings à l'avenir pour faire du co-hosting pour les Jeux, pour un peu diminuer l'aspect financier? Merci. Très bien. Monsieur Fati, rapidement, en 1 minute, la réponse. Très rapidement, en 1 minute. Bon, il faut dire que le phénomène des changements de nationalité, je pense qu'il n'y a pas de sport plus affecté que l'athlétisme. Nous l'avons connu, nous l'avons combattu, mais il faut aussi analyser le phénomène dans sa profondeur. Essayer de rencontrer les athlètes et écouter leur histoire personnelle. Bon, nous nous sommes rendus compte que la motivation n'est pas forcément sportive, elle est financière. L'athlète prétend aussi à un meilleur avenir. Elle est aussi sportive. Elle est sportive parce que dans certains pays comme le Kenya, par exemple, l'Égypte et l'Éthiopie, c'est des pays à fort potentiel athlétique. Donc, un athlète qui prétend à la compétition internationale passe forcément par des sélections, ce qu'on appelle les tryouts. Or, si l'athlète pense qu'il n'a pas la chance d'être sélectionné pour participer à une compétition internationale lors de ces tryouts, l'athlète est souvent tenté de changer de nationalité pour pouvoir obtenir l'opportunité de participer ou de goûter un jour à une compétition internationale. Cette analyse, nous la mettons sur la table parce que c'est une enquête sociale que nous avons menée. Dans pas mal d'athlètes qui nous ont dit non, vous nous attaquez, mais ce n'est pas parce que nous cherchons l'argent que nous changeons de nationalité, parce qu'on n'a aucune chance de réussir chez nous. Donc, nous voulons quand même, pour l'expression de nos talents, essayer de trouver d'autres opportunités ailleurs. Mais enfin, on peut le leur concéder. Mais toujours est-il que aussi, les sirènes étrangères, elles se présentent devant nos athlètes parce que simplement, dans ces pays, l'activité athlétique n'est pas du tout soutenue. Donc, ces pays utilisent le sport pour expression politique ou en tout cas diplomatique. Parce que tout le monde connaît l'impact social du sport. Donc, ces pays qui prennent nos athlètes souvent utilisent en fait ce changement de nationalité peut-être pour des motivations politiques ou diplomatiques, pour une exposition diplomatique ou politique. Et nous avons jugulé ce phénomène parce qu'au niveau de la réglementation internationale, au début, il y avait une possibilité d'entente directe entre l'athlète et le pays de sa nouvelle nationalité. Mais maintenant, nous avons mis un frein. Nous avons mis une période d'attente de 3 ans pendant laquelle, par exemple, on pensait que l'athlète peut être amené à changer de nationalité. Et souvent, peut-être rester
et garder sa nationalité d'origine pour exceller. Bon, maintenant, pour garantir tout cela, je m'adresse encore une fois aux autorités gouvernementales, étatiques, pour assurer les meilleures conditions d'existence à nos athlètes, pendant la pratique et après la pratique. Parce que nos athlètes, la plupart du temps, au soir de leur retraite, se retrouvent dans des situations assez difficiles. Donc, ne voyons pas de schéma ou de mécanisme pouvant assurer la reconversion de l'athlète au-delà de son sport. Et ça, c'est important. Quand on sait que nos athlètes vont à la retraite, nos sportifs de façon générale vont à la retraite très jeunes et souvent peuvent arrêter leur carrière du fait d'une blessure ou en tout cas d'autres choses. Bon, je pense que c'est pour le moment, c'est quelques deux pistes et idées que je pouvais dire. Voilà. Monsieur Dacosta peut peut-être répondre sur le co-hosting des Jeux, parce que, comme on l'a dit, les Jeux coûtent énormément cher. Pas évident que plusieurs pays africains tiennent la route dans ces conditions. Non, moi je pense que c'est quelque chose de très difficile en Afrique. Parce que les problèmes de mobilité en Afrique nous créent beaucoup de problèmes. Parce qu'aujourd'hui, voyager en Afrique, c'est le plus cher au monde. Moi, je suis ici à Sao Tomé pour aller à Dakar ou pour aller à un pays ici à côté. C'est très difficile. Nous avons le problème de la sécurité. Bon, l'ACNOA, on n'a pas pensé à ça, mais de toute façon, ça va être quelque chose pour moi, je pense, de difficile à ce moment, parce qu'on a beaucoup de choses à prendre en considération. Alors, je pense, pour répondre aussi sur le problème du changement de nationalité. Le problème de changement de nationalité, c'est un problème un peu social et financier. Parce que il faut demander pourquoi des athlètes changent de nationalité. Les athlètes changent de nationalité parce qu'ils n'ont pas de conditions au niveau de leur pays, avec des installations sportives, avec même des financements pour la pratique du sport. Ils vont aller dans d'autres pays pour avoir cette condition. Et si on voit, même au niveau des podiums, au niveau international, on voit beaucoup d'athlètes au podium avec les drapeaux européens. On ne voit pas les drapeaux africains. C'est parce que l'État africain ne financie pas, très peu l'État africain financie, met des moyens disponibles pour la pratique du sport de haut niveau. Je parle de la pratique du sport de haut niveau. Si on ne fait pas ça, on va avoir toujours, même avec les 3 ans qu'on donne aujourd'hui. Et les 3 ans qu'on donne aujourd'hui, c'est quoi? Parce que les Jeux olympiques, c'est de 4 ans. On donne 3 ans. Quelqu'un qui a participé aux derniers Jeux olympiques, 4 ans, j'ai rectifié. 3 ans, on donne 3 ans, ça va le permettre de participer les prochains Jeux olympiques. Mais peut-être élargir un peu les années, de ne pas permettre les gens qui changent aujourd'hui de nationalité. Par exemple, moi, j'ai eu l'athlète qui a participé en athlétisme, Naïd Gom, je crois que vous, l'expertise en athlétisme, vous connaissez. Elle est d'origine sao-tomienne. Elle était de porte-drapeau de Sao Tomé aux Jeux de Sydney. Et elle a changé parce qu'elle habite au Portugal. Portugal a changé et elle était aux Jeux olympiques de, je crois que Londres ou Athènes, avec le drapeau de Portugal. Ben, pourquoi? Parce qu'elle habite au Portugal. Et nous, on a peu, moi, personnellement, j'ai peur d'envoyer des athlètes en Europe. Je préfère envoyer, bon, par exemple, aujourd'hui, nous avons des athlètes qui sont qualifiés pour les Jeux olympiques en canoë. On a envoyé ces athlètes en Espagne parce que si on va envoyer à Portugal, Portugal va les prendre. Là, je crois que c'est quelque chose, oui, parce que c'est quelque chose de très politique, mais aussi au niveau de règlement sportif, on doit être un peu plus dur avec cette problème de changement. Mais il a aussi l'autre façon, parce qu'on va être dur, mais l'athlète, il cherche les meilleures façons de gagner sa vie, parce qu'il a beaucoup d'athlètes qui gagnent sa vie avec la pratique du sport. Bien sûr. Alors, comme vous avez le micro. Oui.
je vais juste vous demander en 30 secondes de dire votre dernier mot de ce que l'ACNOA est capable de faire en tant des États, des athlètes, comment l'ACNOA entend mettre véritablement les Jeux africains au service du développement du sport en Afrique. Non, mon dernier mot, c'est un peu répétitif, c'est que je crois que chaque acteur a un rôle à jouer. L'État a un rôle à jouer, les fédérations nationales ont des rôles à jouer, les confédérations ont des rôles à jouer, l'Union africaine a des rôles à jouer, l'Union des confédérations a un rôle à jouer, aussi l'ACNOA a son rôle à jouer. L'ACNOA doit gérer et faire les liens entre les différents parties prenantes. Elle doit coordonner à travers son comité de coordination l'ensemble des processus. Ce qui n'est pas tout facile parce que coordonner la politique et les techniques à la fois est vraiment compliqué parce que chacun a son propre intérêt. OK? Et je pense que aujourd'hui, nous avons les bonnes feuilles de route. Aujourd'hui, on a réussi d'avoir signé un mémorandum avec l'Union africaine. On va essayer de continuer avec ces mémorandums et améliorer des choses qu'on a améliorées. Mais on doit continuer à jouer le rôle de contrôler et de coordonner tous les aspects d'organisation et faire les liens entre le comité local d'organisation, parce qu'on a fait ça à Rabat, et l'Union africaine et des confédérations sportives. Merci beaucoup. Pour moi, les dernières, c'est que dans ce contexte actuel, on a beaucoup parlé, les États ne devaient pas jouer le rôle d'organisation des Jeux africains, des compétitions sportives. Il faut laisser ça comment dire, à l'ACNOA. Pas l'ACNOA, tous les acteurs. Parce que l'Union africaine a la propriété des Jeux. L'Union africaine doit travailler politiquement, mais il faut laisser tout l'aspect organisationnel, gestion et technique à l'ACNOA et des confédérations. Avec ça, pour permettre à ces organisations de travailler sur la base des principes de la charte olympique. Parce que la charte olympique choque avec le règlement politique. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui, au niveau politique, on peut faire, mais que la charte olympique interdit. Et là, si on continue à travailler avec, à jouer ce rôle de savoir comment on va faire pour mettre agréable aux politiques et aussi les acteurs de sport, ça va être effectivement quelque chose de très compliqué. Et pour terminer, on va travailler avec des fédérations internationales. Les fédérations internationales, les CIO, pour assurer que les Jeux africains doivent être qualificatifs pour les Jeux olympiques dans tous les sports, pas seulement 17 sports, dans tous les sports. Parce que là, avec ça, on va permettre les grands champions de venir participer aux Jeux africains qui va permettre d'attirer l'attention de ce sponsor. Merci, M. Da Costa. J'avoue que vous avez beaucoup à dire sur justement l'organisation des Jeux. Vous réclamez la paternité de l'organisation des Jeux africains. Alors, M. Obad, en 30 secondes, on va être très, très short. En 30 secondes, si c'était à refaire à Rabat, qu'est-ce que vous passerez comme message? Et les Jeux, si on veut reprendre les Jeux sur Rabat, on va aller jusqu'à 10 000 athlètes. On va faire profiter le maximum possible. Parce que j'ai vu la joie des athlètes et des joueurs quand ils sont sur le terrain et dans les champs de compétition. Et donc, je me suis dit que l'Afrique mérite mieux, beaucoup mieux. Et donc, on doit doubler d'efforts pour que notre jeunesse puisse bénéficier d'un intérêt assez particulier dans ce domaine qui est vraiment un domaine de vie et un domaine de joie et d'émotion.
Merci, Monsieur Obad. Merci. Je rappelle que vous remercie. avez été le directeur de jeux de 2019 à Rabat. Des jeux, comme l'a dit le président, le vice-président de l'ACNOA, le premier vice-président, qui auront été les jeux de la rupture et peut-être du renouveau. Alors, on va terminer avec Madame Philomena. On a besoin des jeux africains pour le développement du sport sur le continent, mais des jeux qui doivent s'organiser dans des conditions très, très potable. Oui, je crois que avant que je réponde ça, je veux dire que la question qu'il a demandé Moustapha, je crois que c'est possible. Ça dépend du pays que ce ne sont prêts ou non. J'imagine maintenant que le Dakar, il va organiser le jeu de la jeunesse mondiale, mais le Cap-Vert est même à côté. Peut-être on peut faire des compétitions ici au Cap-Vert pour le jeu de la jeunesse. Bon, nous sommes ouverts à ça, c'est que le co-hosting, je crois que c'est possible, ça dépend de quel pays, parce que le Sénégal et la Gambie, ils sont proches, on peut profiter pour organiser quelque chose et dire que aussi, c'est bien qu'on travaille ensemble avec l'ACNOA et les pays qu'on organise le jeu à cause de doping. Parce que le Cap-Vert, il a souffert un petit peu parce que c'est plus cher. C'est comme Madame dit, nous avons un seul laboratoire à l'Afrique du Sud. Mais pour nous, pour amener comment je peux dire, parler de l'organisation. Oui, pour nous, le Cap-Vert, on l'a amené à Londres pour faire ça. Et c'est beaucoup cher. C'est plus cher. Oui, c'est cher, mais je crois, oui, c'est nécessaire qu'on le fait. Parce qu'on veut que notre athlète peut faire la compétition libre, mais je crois que c'est bien. On va travailler pour la sensibilisation, pour l'éducation même. On travaille pour voir si on peut diminuer le coût de doping. Bon, avec le comité olympique, l'ACNOA, mais ça c'est un travail qu'on peut faire ensemble. Et y profiter que nous, les Africains, on peut faire les bons jeux africains, comme à Rabat, au Cap-Vert, et le Cap-Vert était prêt pour aider, pour passer notre expérience. On ne dit pas les problèmes, mais on ne parle pas de problèmes, on parle de défis. Quels sont les défis que le Cap-Vert a cherché pour organiser ce jeu? Et comme il a dit Joan, c'est bien qu'on travaille ensemble pour faire les meilleurs jeux et pour montrer que l'Afrique est capable de faire tout qu'on veut et on réveille. Voilà, en tout cas, merci à tous, merci à toutes pour ce forum qui portait sur justement l'organisation, l'impact des Jeux africains sur le développement du sport. Merci à Madame Philomena Fortes, présidente des premiers Jeux de plage d'Afrique, FAL 2019, Obad Abdelatif, directeur de jeux africains de Rabat 2019, Joao Costa Alegre, le premier vice-président de l'ACNOA, l'association des comités nationaux olympiques d'Afrique, et puis M. Lamine Fati, qui nous a fait l'honneur de nous éclairer, qui est le directeur général de la Confédération africaine Confédération africaine d'athlétisme, et puis Madame Besma Gasseb, qui a dû on a dû prendre un peu sur le vif pour participer à ce panel. Nous avons été heureux depuis Abidjan de vous avoir servi ce plateau. C'est toujours bon que les hommes du sport se rencontrent et échangent pour justement l'avenir de notre sport sur le continent et pourquoi pas également permettre à nos athlètes d'aller collecter des médailles dans les compétitions internationales. Moustapha, merci beaucoup. Plaisir à vous retrouver pour un prochain numéro. Merci beaucoup à tout le monde. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.